C'est comme ça que vous aimez votre émission, Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous, comment résoudre la crise politique devenue permanente en Guinée. Voici la redoutable question à laquelle Mamadou Diallo s'attaque dans un ouvrage dédié, un essai diagnostique sur les germes de l'instabilité politique en Guinée. Sur la décennie charnière qui part de 90 à l'aube des années 2000, Mamadou Diallo, je le disais tantôt, partage ses questionnements et peut-être aussi ses trouvailles avec l'équipe ici présente en studio. Nous recevons notre deuxième invité. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue chez Les Grandes Gueules. Merci. Bonjour Madame Moussa Hiro. Bonjour à tous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bien. C'est plus intéressant le débat. Finalement, ça m'intéresse. Regarde-le. C'est pas pour rien que l'autre a dit de rester tranquille. Oui, non, mais tu peux pas rester tranquille. Laetitia avait raison. Laetitia avait raison. Parce que par moment, tu l'entendais. Les grandes gueules. Qui ont embêté là. Là, on sort d'une grande pugilat pour venir dans un monde plus intellectuel. Alors, c'est Monsieur Baldé, c'est ça? Alors moi je suis Diallo. Monsieur Diallo, qu'est-ce qui a prévalu à la rédaction de cet ouvrage? Alors c'est un constat, c'est un vécu aussi, puisque avant que je ne sois en France, moi j'étais dans ce pays et j'ai étudié ici, j'ai travaillé ici dans une société minière et après bien entendu j'ai fait des études supérieures parallèlement à mon activité professionnelle et par la suite j'ai travaillé ici dans un cabinet d'avocats. C'était à l'époque justement de l'arrivée du président M. Alpha Condé au pouvoir. Donc j'ai eu à fréquenter des départements ministériels. Et donc c'est tout ce vécu-là d'un impact politique et économique direct sur ma personne et sur nos concitoyens que j'essaie de relater dans cet ouvrage. Et justement étant juriste fiscaliste, parce qu'aujourd'hui j'évolue en tant que fiscaliste dans une société d'avocats à Paris, dans le domaine de la fiscalité prix de transfert. Donc c'est en partant de tout ce constat-là et en tant que patriote engagé justement et observateur de la vie politique dans ce pays que je me suis mis à écrire cet ouvrage. Depuis 4 ans, je travaille là-dessus. Très bien. Moi j'aimerais, on va aborder les aspects de fond tout à l'heure, mais depuis là je regarde la couverture de l'ouvrage. On voit des gens attroupés, d'autres vaquant à leurs affaires. Ça ressemble un peu à la station de Koza. Absolument. Oui, ça ressemble à c'est une scène de liesse si vous voulez. Ah d'accord, justement c'est la question que j'allais poser. Oui. D'où ça vient? C'est quoi le... Alors ça c'est une décision de Harmattan France et c'est le designer d'Harmattan France qui a décidé de cette couverture là en fait. D'accord, d'accord. Alors je l'ai un peu parcouru tout au début. D'accord. Alors première question, vous choisissez la décennie 90-2000. Absolument. Les grandes gueules. Bon. Pas 90-2000. Je choisis plutôt la décennie 2000 à nos jours. Parce qu'en réalité, je pars du constat, le fait que... Je parle de l'historicité, l'ouvrage lui-même le dit. De 1990 à nos jours. De 1990 absolument, absolument. Voilà. Absolument. La période antérieure, qui, à mon sens, a quand même pu avoir une part de responsabilité aux bouleversements actuels. Pourquoi l'occulter? C'est vrai, vous la mentionnez, mais elle n'est pas aussi étayée dans l'ouvrage que cette dernière période. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix? Parce que quand vous regardez en réalité la constitution, la première constitution de la Guinée qui date du 10 novembre 1958, évidemment, ça parlait du multipartisme. Sauf qu'en réalité, dans les faits, le multipartisme, en réalité, n'a jamais pu véritablement fonctionner. De telle sorte que la constitution de 82, puisque en réalité, pendant les 26 ans du premier régime, il était incarné par un parti unique. Donc, on avait finalement mis parenthèse sur le multipartisme. De telle sorte que la constitution de 82, il me semble de 14 mai 82, a mis en place un système politique de telle sorte que le parti-État surplombait le reste des institutions de la République. Et donc, pour ma part, les années 90, c'est pourquoi je parle de la réapparition du multipartisme. Avec la loi fondamentale. Exactement, du 23 décembre 90. C'est pas pour rien que je pose cette question-là.
quand vous lisez le Chem, parce que l'ouvrage va commencer avec un premier grand chapitre, celui des sources de ces crises politiques-là. Absolument. Et quand vous lisez, vous allez voir les premières formes de sources, c'est bien les transitions militaires qui arrivent, ce sont les problèmes électoraux, les question de l'alternance démocratique, l'alternance démocratique, le manque de respect sur les résultats des dialogues, sur les dialogues. Absolument. La question est donc la question des sources est donc d'abord éminemment politique, absolument, mais rattachée à l'introduction d'une véritable démocratie, au moins dans les textes. Absolument. Ce qui m'amène à poser cette question. Est-ce que finalement la démocratie, le multipartisme et même l'ouverture aux médias aujourd'hui, est-ce que ça a un problème pour la stabilité politique et institutionnelle de notre pays? Vu que finalement tous nos problèmes tiennent de cela. Alors, moi, j'explique dans cet ouvrage, en réalité, l'instabilité politique de ce pays est le fait de ses dirigeants politiques en réalité. Puisqu'il se trouve que, avec la réapparition du multipartisme dans les années 90, ce qu'il faut quand même comprendre que le référendum de 90, quoi qu'on dise, est un référendum qui a permis à la Guinée de sortir de ce qu'on appelait à l'époque la révolution, que moi je ne connais pas et que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Mais il faut reconnaître que si nous étions restés dans ce cadre de l'esprit de cette constitution de 90 et que le président de la République d'alors avait accepté en 2003 l'alternance démocratique, à mon avis, on aurait résolu une grande partie de l'instabilité politique que ce pays traverse aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est au-delà des sources, puisque c'est connu, vous l'évoquez dans votre ouvrage. Tout à fait, oui. C'est par rapport aux pistes de solutions. Alors, vous dites qu'il faut aller aujourd'hui vers une réforme concernant le découpage non seulement administratif des régions. Absolument, oui. Vous parlez également du système électoral et politique qu'il faut voir aujourd'hui pour vous, puisque actuellement il y a le débat d'orientation constitutionnelle qui va prendre fin le 3. Et qu'est-ce que vous proposez en parlant du système politique et du système électoral? Alors, cet ouvrage, justement, vous verrez, il y a 3 chapitres qui proposent des pistes de solutions dans cette deuxième partie. La première partie, on évoque la question de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Parce que, quoi qu'on dise, dans cette première partie, je parle du régime présidentiel à mettre en place. Puisque quand vous prenez toutes les constitutions que le pays a connues de 58 à nos jours, on constate malheureusement il y a des pouvoirs exorbitants du président de la République. Absolument. Et la question qu'il faille se poser, c'est comment équilibrer les institutions de la République. Donc moi, j'élabore des pistes de solutions en proposant un régime présidentiel souple. Ça veut dire quoi? Un régime présidentiel souple signifie tout simplement qu'on diminue les prérogatives du président de la République et qu'on donne des larges pouvoirs à l'Assemblée nationale. Et dans ce régime présidentiel, justement, avec un pouvoir exécutif souple, je propose 2 approches. Vous avez une première approche qui part d'un régime sans Premier ministre, puisque pour ma part, depuis la constitutionnalisation du poste de Premier ministre, c'est un échec lamentable, c'est un constat. Et il se trouve que à chaque fois qu'il y a un gouvernement à la primature, il y a forcément un gouvernement parallèle à la présidence de la République. Donc je pars d'un président de la République sans Premier ministre. Pourquoi? C'est ce que j'explique dans cet ouvrage. Et si dans l'hypothèse où on restait avec un président de la République et un Premier ministre, eh bien, dans ce cadre-là, il faudrait que le Premier ministre ait de larges pouvoirs. Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'il procède de la majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit issu des députés, en tout cas du groupe parlementaire qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, en quelque sorte, on peut parler de cohabitation. Alors, par rapport à l'équilibre institutionnel, je préconise justement que l'Assemblée nationale, qu'on élargisse ses pouvoirs. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce niveau? Parce que communément... La cohabitation. Communément... Alors, justement, c'est pour cela je préfère qu'il y ait un président de la République sans Premier ministre. Parce que qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Voilà. Le président de la République, il se retranche derrière l'inaction de son Premier ministre. Alors que le mandat social... il est lié directement au peuple, aux citoyens guinéens, à la population de la Guinée.
et non pas à travers un Premier ministre. C'est lui qui est élu, au fait. Donc, il a un mandat social. Le risque que moi j'entrevoyais, vous allez me dire ce qu'il en est. Moi, je ne suis pas juriste, mais communément, en tout cas, c'est l'expérience guinéenne. Le président a toujours la majorité à l'Assemblée nationale. C'est la réalité en Guinée. Et si en plus de cela, vous dites qu'il faut confier, enfin qu'il faudrait avoir un Premier ministre dans l'hypothèse où on devait en avoir un, issu de cette même majorité, la cohabitation voulue pour permettre d'équilibrer, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée et même au niveau de l'exercice exécutif, équilibrer les pouvoirs, c'est perdu d'avance. Non, c'est pas perdu d'avance. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, pour mettre fin à cette crise politique, en partie justement, j'évoque l'organisation d'élections générales. Parce qu'à un moment ou à un autre, le constat, il est amer. C'était quoi? Quand on est arrivé en 2010, on a organisé l'élection présidentielle en 2010. Il a fallu attendre 3 ans pour qu'on organise les élections législatives. Il y a un déséquilibre total du fonctionnement des institutions de la République. Ah, absolument. Non seulement ça permet de diminuer le coût du financement des élections, mais par ailleurs, ça réduit complètement les crises politiques à répétition. Et donc, si vous partez à une élection générale, pardon, excusez-moi, si vous partez à une élection générale, vous ne savez pas qui va remporter l'Assemblée nationale, vous ne savez pas qui va remporter l'élection présidentielle, mais quoique évidemment non exactement, absolument, justement c'est la condition et c'est pourquoi d'ailleurs je parle de la réforme du système électoral aussi, en écartant complètement la CENI et en mettant en place un organe autonome de supervision et d'organisation d'élections, voilà, des élections par rapport à l'exécutif. Par rapport à l'exécutif, l'autonomie, c'est pas l'indépendance, vous le savez. Absolument. On sait bien entendu que la CENI n'a jamais été indépendante du point de vue financier, du point de vue juridique, elle n'a jamais été indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Mais dans tous les cas, votre question, elle est pertinente. Mais ce qui reste sûr, c'est qu'à ce niveau, lorsque le Premier ministre, lorsqu'on reste dans l'hypothèse justement où il y a un Premier ministre, et même s'il procède de la majorité, que cette majorité est celle du parti du président de la République, la nouveauté dans ma proposition, c'est qu'il est non seulement responsable devant le président de la République, mais aussi devant les élus du peuple. Parce que jusqu'à avec la constitution d'avril 2020, le Premier ministre n'était responsable que devant le président de la République, qui pouvait décider, de par son pouvoir discrétionnaire, de le démettre ou de nommer qui il veut. Voilà, et donc partant de ce constat, j'estime que si on reste dans l'hypothèse... D'ailleurs, on a vu même avec la transition, l'ancien Premier ministre qui s'était rébiffé lorsqu'il s'était agi de présenter sa politique générale devant les membres du CNT. Absolument. On avait vu cela. Absolument. Et alors que dans dernière question pour ça les revient. Et dernière question, le découpage administratif. C'est vrai, la population, elle grossit. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, j'aurais bien voulu avoir plus de temps, mais malheureusement, c'est pas grave. C'est pas grave. Était là. C'est pas grave. Alors, puisqu'il y a la question de la réconciliation nationale qui me tient très bien à cœur. Mais je vais parler du redécoupage administratif. Là aussi, c'est un constat. C'est un constat, je suis parti du constat simplement qu'on parle dans ce pays de 4 régions naturelles. En réalité, c'est totalement faux. Quand vous regardez l'histoire de la Guinée, vous vous rendez tout de suite compte que c'est une utopie coloniale. C'est que la Guinée elle-même, c'est une création coloniale. Ce n'est pas nos aïeux qui ont créé la Guinée. Même comme tous les États d'ici, là. Exactement, comme tous les États d'ici. Et donc, cette histoire de 4 régions naturelles a été créée par le colon. Ça a commencé en 1905 et a été effective en 1924. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un nouveau découpage administratif où on noie complètement les régions naturelles pour éviter cette question de repli identitaire, de repli régionaliste, si vous voulez. Et sur la question de la réconciliation, pour terminer. Et sur la question de la réconciliation, j'évoque le cas d'une justice restaurative et la réhabilitation des pères de l'indépendance. Puisque dans tous les cas de figure, le premier président de la Guinée, il incarne bien entendu le premier régime, mais il n'était pas le seul
peur de l'indépendance de la Guinée. Il y a eu d'autres Guinéens qui se sont battus à l'intérieur, à l'extérieur pour faire émanciper cette jeune nation guinéenne. Il faudrait qu'on réhabilite ces Guinéens-là. Pour ma part, c'est pas juste qu'on réhabilite d'autres Africains et qu'on oublie nos propres compatriotes. Bien. Donc dans cet ouvrage, j'évoque tout cela. Malheureusement, le temps est très court. Mamadou Diallo, merci d'être passé chez Je vous en prie, c'est un plaisir. Dans un instant, nous passons à l'élection du mur du jour. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, notre liberté, notre leitmotiv. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Et elle est là, notre Aïssa Toussané, la présidente de notre CENI. À vous la parole, madame. Il y a eu des corrupteurs qui se sont manifestés. Ah oui, de la corruption? Oui. Celui qui est juste à gauche, là? Non, c'est en bas, il a voulu me corrompre. Alors, ça s'est joué... Non, c'est pas lui. Quand c'est joué entre 3 personnes, naturellement, Alassane Sako, il en a pris 2. Ruby, pareil. Et M. Traoré, Cheikh, en a pris 6. Donc, il est le mur du jour. Il fallait s'y attendre. Et cette nouvelle qui vient de tomber, cette information, Sonko finalement condamné, Djiba Milimono. Oui, Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme, il faut le rappeler, pour corruption de la jeunesse et acquitté sur les faits présumés de viol et de menaces de mort. Il est condamné aussi, sa co-accusée, c'est-à-dire la propriétaire du salon de beauté, là où en tout cas se serait déroulé également. Elle aussi, elle a écopé 2 ans de prison ferme avec des amendes qui sont citées. Les 2 accusés sont aussi condamnés à payer chacun une amende de 600 000 francs CFA. Ils doivent aussi payer solidairement une somme de 20 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile. Alors, comme conséquence de cette condamnation de Sonko, on le disait ce matin, c'est l'inéligibilité tout de suite, à l'image de Khalifa Sall. Et voilà, maintenant, je sais, il fera appel, mais aujourd'hui, je pense que peut-être c'est trop tôt de le dire, mais les carottes sont cuites. Finalement, est-ce que ça devient, disons, cette approche de Macky Sall de passer par la justice pour éliminer ses concurrents? Est-ce que pose comme question l'article qui parle de cette condamnation? Il rappelle l'histoire de Karim Wade et surtout Karim Wade voilà, justement, et du maire de Dakar, Khalifa Sall. Et c'était prévisible, ils le disent encore. Merci. Maintenant, espérons, il va faire appel, peut-être que quelque chose pourrait se passer. Merci à vous, Djiba. Merci à tous les autres. Merci à Mohamed Kamara qui a géré les sons ici du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. Merci à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diandro, l'homme de nuit, Aboubacar Foté Souma, Salim Kamara. C'est un plaisir de vous servir. Demain, c'est le jeune premier, Djiba Milimono, que vous allez retrouver au compte du Before GG. Au revoir.